Et si on filait des pouvoirs magiques à l'ancien empire russe? T'en as beaucoup des idées cheloues comme ça? Et nous repartons une nouvelle fois sur Netflix pour la découverte d'un grand monde de fantasy, avec une nouvelle série et sa première saison en 8 épisodes d'environ 50 minutes chacun. Shadow and Bone, la saga Grisha. Adaptation du premier livre du même nom de la trilogie Grisha. Livre et univers écrit par l'américaine Leigh Bardugo. A noter que c'est pas uniquement une adaptation de Shadow and Bone, mais que ça va également piocher dans d'autres livres de l'univers. Bon, si on reste dans cette logique de nom et dans l'éventualité qu'il y aurait une saison 2, bah du coup elle devrait s'appeler Siege and Storm. Mais revenons à ce qui nous intéresse, cette première histoire. L'adaptation pour l'écran a été développée par Eric Heiserer. Notre histoire et les éléments principaux qui nous intéressent vont se passer majoritairement dans le royaume de Ravka. Et nos personnages, et à peu près tout le monde en fait, vont se retrouver menacés par une ombre au loin. Alors littéralement une ombre. Effectivement, car la région se retrouve déchirée en deux par une énorme zone d'ombre. Un endroit évidemment totalement inhospitalier, sinon c'est pas drôle, habité par des créatures volantes difformes et vraiment pas très sympa. Et alors que le pays se divise de plus en plus, et que ce qui commence à ressembler à une guerre d'indépendance se profile, nous allons suivre notre chère Alina Starkov, une orpheline alors cartographe dans l'armée, qui va se découvrir des capacités nouvelles, pouvant potentiellement faire face au Fold. Ah oui, je l'ai pas dit, le Fold c'est un des noms qu'on donnera à la zone d'ombre. Et bien évidemment, tous ces événements vont bouleverser sa vie et son anonymat au passage. Et je n'en dirai pas plus parce qu'après, il faut regarder la série quoi. Pause, j'interromps ce programme pour vous présenter mon meilleur ami qui deviendra très certainement votre meilleur ami. Bonjour, en cas de besoin, tu peux te référer à moi à n'importe quel moment. Si tu es perdu géographiquement, ceci pourra t'aider. A noter déjà que la zone principale qui nous intéresse se situe ici, que la zone d'ombre principale calamité de ce monde se situe ici, et rendant les contacts entre les deux zones beaucoup plus difficiles, avec un accès à la mer forcément beaucoup plus compliqué pour cette zone. Notre chère Alina est interprétée par Jessie May Lee, et son ami orphelin de longue date, Malien, est interprété par Archie Renault. Nous avons également l'une des plus grandes figures d'autorité du pays, le général Kirigan, un homme plein de mystères interprété par Ben Barnes. Et en parallèle de ce bloc principal, nous allons également suivre d'autres personnages. Kaz, chef de gang dans la ville de Ketterdam, interprété par Freddie Carter, qui se balade principalement à l'aide de ses deux acolytes, Inej, joué par Amita Suman, et Jasper, interprété par Kit Young. Ils vont prendre part à l'histoire avec une quête mêlant vengeance, enlèvement et thune. Parce que pour certains persos, le fric c'est important. Et enfin, nous avons également en petit supplément les mésaventures mouvementées d'une Grisha au pouvoir bien balèze. Nina Zenik, interprétée par Daniel Galligan. Et bah du coup, ça nous fait quand même pas mal de persos. Et c'est plutôt une bonne chose pour découvrir les différentes facettes de cet univers. Je suis quelqu'un qui adore de manière générale la fantasy. Et quand j'ai vu arriver la série, j'étais très curieux, mais aussi très prudent. Je ne connaissais pas l'histoire et connaissant un peu Netflix, j'ai eu très peur du côté ado, qui pour être honnête à la longue m'aurait vraiment saoulé. Et vu que c'est une cible qui intéresse beaucoup Netflix, il y avait toujours ce risque. Et du coup, est-ce que ça a été une bonne surprise pour moi? Et on commence avec le positif et je dois dire que j'ai quand même plutôt aimé la série. J'ai vraiment pris goût à cet univers, inspiré comme vous vous en doutez, ouvertement de l'ancien empire russe, avec une présence assez particulière de la magie, très organique, au point qu'il l'appelle petite science, pour ce qu'on pourrait considérer comme la magie commune en tout cas. Et au final, j'ai vraiment trouvé ça pertinent la manière dont il mettait en scène cette magie. Parce qu'au final, ça va être assez varié selon les différents types de magie. Avec certains éléments naturels qui vont être forcément un peu plus visuels comme la lumière ou le feu par exemple, et tout un tas d'autres beaucoup plus sobres, comme par exemple le vent ou ce qu'on pourrait considérer comme une sorte de contrôle moléculaire. Et pour moi, cette proximité avec les éléments naturels et la manière dont ça se développe sont un bon moyen de crédibiliser l'univers, du moins d'y installer ses bases, en montrant ce qui est nécessaire sans trop en faire. Bon, pour ceux qui ont vu la série, je parle de la petite science. Et tout ça va aider à faire la force de cet univers qui est vraiment dépaysant, par tous ces différents aspects qui relèvent de la fantasy ou non. Avec cette magie innée, le fait que tout le monde ne puisse pas tout faire, que la nature garde indirectement un certain contrôle même sur ça. Un petit peu comme avait pu faire Carnival Roy à l'époque sur Amazon, on est loin du médiéval fantasy classique dont on est bien habitué maintenant, mais on y voit forcément une inspiration certaine. Autre chose par rapport à l'univers que j'ai trouvé vraiment pertinent, c'est le dosage niveau efficacité entre les différentes manières de combattre. Parce qu'on a des arcs, des flingues et de la magie, alors on fait quoi?
Et là, ils ont été plutôt malins, parce que la magie ne va pas systématiquement surpasser absolument tout, et notamment les armes à feu. Ce qui fait que tous les non-mages, même lors d'un affrontement, peuvent rester vraiment utiles. Au niveau de la mise en scène et des images, faut dire que c'est plutôt classe, plutôt intéressant. On voit vraiment qu'ils ont fait un superbe travail et l'esthétique est très soignée. Je pense notamment à certains effets visuels, certains jeux de lumière, en faisant des clairs-obscurs et en suggérant des choses sur les personnages via l'éclairage et le placement dans l'image. On a certains gros plans, notamment avec le personnage de Jasper et son flingue, qui sont vraiment classe. Je crois d'ailleurs qu'ils se sont servis de certains pour la promo. Aussi, au niveau du montage, à certains moments, ils se sont fait plaisir sur les transitions, en faisant entre les scènes des transitions avec des panneaux très rapides. Et c'est plutôt pas mal au final pour dynamiser la situation et suivre différents personnages en montage parallèle quand il y a de l'action. Et pour une fois, et c'est assez rare je me rends compte, je ne vais pas critiquer les effets spéciaux numériques d'une série Netflix. Parce qu'ici j'ai trouvé qu'ils passaient vraiment très bien. Je pense notamment aux monstres de l'ombre et la manière dont ils sont représentés. Il y a énormément de fois où on les voit juste voler très rapidement dans les airs, comme des ombres dans le ciel dont on réussit tout juste à dessiner leur silhouette. Et bien sans trop en montrer, c'est pas plus mal et ça appuie très bien la menace comme ça. Maintenant au niveau de l'histoire, je dirais que la plupart des personnages, même s'ils ne sont pas liés directement, ont des développements qui ont de vrais points communs. Et c'est assez intéressant les différents détails qu'ils ont utilisés pour lier tout ensemble. Ça via des sentiments, des dilemmes, ou même des phrases de fond quasi identiques d'un personnage à l'autre. Avec des dilemmes entre le profil, la morale, un intérêt personnel ou un intérêt beaucoup plus universel. Avec toujours ce petit risque de basculer ou même d'être entraîné d'un côté ou de l'autre. Et c'est particulièrement notable avec le personnage de Kaz et ses envies de vengeance. Et d'ailleurs j'ai trouvé au niveau du casting que les acteurs étaient vraiment investis dans leur rôle, alors qu'à la base ce que je connaissais du casting était vraiment une de mes grandes peurs. Et enfin autre chose qui est très personnelle mais que j'ai vraiment apprécié pour le coup, et que je sais que d'autres apprécieront également, c'est que la saison raconte quand même un arc qui se clôt et se suffit à lui-même. Bon, la grande histoire n'est pas terminée, évidemment, loin de là. Il n'y a pas le sentiment de frustration qu'on peut avoir avec certaines autres séries, et vu que pour l'instant on n'est même pas sûr d'avoir la suite, je ne regrette pas mon visionnage. Et ça c'est vraiment satisfaisant pour moi, parce que même si la série devait s'arrêter, n'était pas renouvelée, cette première saison c'est pas du temps perdu. C'est marrant parce que je me rends compte depuis que je fais cette émission que je trouve toujours des points communs aux séries Netflix que j'ai pu voir ces dernières années. Alors il y a sûrement du hasard et c'est forcément lié à ma manière de voir les choses, ou avec le fait que je regarde certaines séries en binge-watching et d'autres non, je sais pas. Et c'est souvent lié au scénario avec certains raccourcis, certaines facilités notamment. Et on va commencer par ça dans le négatif, surtout avec le développement des personnages. Et là j'ai trouvé quand même pas mal de raccourcis, avec un peu un manque de nuances pour certains personnages. Et au final j'ai trouvé la série vachement manichéenne, ou en tout cas beaucoup plus qu'elle semblait l'être par certains aspects, parce qu'elle nous présente des situations avec plusieurs prises de position discutables, avec d'un côté la protection contre le mal et les créatures du Fold, et de l'autre côté le potentiel affrontement entre les deux côtés de l'ombre. Et face à ça, certains personnages se sont des fois montrés très lisses, voire très naïfs. Et j'ai directement le personnage de Mal en tête, l'orphelin proche d'Alina, qui est quand même très borné sur ses idées et que j'ai trouvé vraiment pas forcément intéressant au final. Et également dans certaines situations, certains choix qui ont été faits par les personnages au Little Palace. Le Little Palace se situe à Os Alta. Et là en termes de politique, on est sur quelque chose d'assez simple avec une royauté vraiment en arrière-plan. Et dans ces moments-là, c'est vrai que j'aurais été ravi qu'ils y consacrent un peu plus de temps. Ah aussi autre chose, j'ai souligné que les acteurs étaient vraiment très investis et je reviens pas dessus. En revanche, on remarquera que dans les personnages principaux, il n'y a presque que des jeunes. Bon là encore une fois, on est sur un avis très personnel de ce qui m'a un petit peu dérangé. Eh bien, des figures d'autorité plus âgées pour contrebalancer, ça aurait été pas mal selon moi pour crédibiliser l'univers. Vous savez que même si vous faites une série pour ados, vous pouvez vous permettre d'utiliser des personnages plus âgés de temps en temps, hein. Parce que moi, personnellement, quand j'étais ado, Harry, j'en avais rien à carrer, c'était quand même vachement plus Rogue qui m'intéressait. A noter que sur les 10 personnages principaux, il y en a 2 qui ont plus de 30 ans, dont une qu'on voit très peu au final, et un autre qui, par rapport à son personnage, a l'air jeune. Attendez, non mais je crois que j'ai compris en fait, non mais ça vient de moi, c'est l'univers en fait. Dans cet univers, on peut uniquement avoir une barbe de 3 jours, après ça pousse plus. Bon, je suis un petit peu de mauvaise foi, je le reconnais. Mais ça doit aussi venir du fait que je regarde beaucoup de séries sur Netflix et que j'en ai un peu marre de tomber toujours sur des personnages qui ont des tronches d'ados. Aussi, un petit truc que j'ai déjà montré que je vous conseille, la carte. Parce que même si ça n'empêche pas de suivre l'histoire, il montre un petit peu la carte au début de la série, et après on ne va plus tellement la voir. Et du coup, même si c'est pas primordial pour suivre l'histoire, ça peut être cool d'avoir une carte sous la main, notamment quand les personnages font du name dropping de lieux, et croyez-moi, ça arrive souvent. Et avant de conclure, une dernière chose qui ne concerne pas directement la série, mais plutôt la plateforme de visionnage Netflix. Dans Shadow and Bone, il y a de très jolis jeux de couleurs et lumière. Et avec le Fold qui est plongé dans le noir, les lumières vont être très peu présentes.
nous permettant juste de deviner le décor avec de légères ombres. Et pour ma part, je regarde mes séries avec la Chromecast sur la télévision. Et pour le coup, pour pas mal de plans très sombres dans la série, le rendu envoyé par Netflix rend des choses parfois très moches. Et c'est avec ce genre de détails que je me rends compte de certaines limites de visionnage qu'on a avec la plateforme, notamment quand on a des images très subtiles dans leur contraste. Eh bien, malgré quelques faiblesses, notamment avec certains personnages et certaines situations, pour moi, l'univers surpasse tout ça. Et quand on aime découvrir des nouveaux univers de fantasy, et quand on est prêt à suivre tous les termes qui vont avec, forcément, eh bien ici, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Avec des superbes images vraiment soignées, on sent qu'il y a une vraie envie de faire quelque chose de gros, quelque chose de réussi. Et à mon avis, quand on voit la gueule de cette première saison, je pense que la deuxième saison ne va pas tarder à être annoncée. Même si bon, avec Netflix, on peut s'attendre à tout. Du coup, pour ma part, j'ai vraiment beaucoup aimé et je vous conseille de la découvrir si vous ne l'avez pas encore vue. Et en plus, le pilote fait vraiment son taf. Pour moi, après l'avoir vu, on sait rapidement si on va être intéressé par cet univers. Et du coup, venez, Ravka vous accueillera avec grand plaisir. Ou pas. Voilà, cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser vos points positifs, vos points négatifs dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, vous abonner, regarder mes autres vidéos. Tout ça, vous savez. Sur ce, ciao!